Mario Alonso, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire paraître au mois de janvier aux éditions Le Tripode Waterlong. Vous êtes primo-romancier. Est-ce qu'on peut peut-être traduire Waterlong, ce que ça veut dire, pour commencer, pour situer un petit peu ce roman et peut-être le lieu principal de l'action Oui, c'est un terme néerlandais, mais qu'on trouve dans les Flandres françaises. On dit Watering ici en France. Et donc c'est un terme pour désigner les fossés d'irrigation qui se trouvent dans les polders. Et là, en l'occurrence, c'est tout un territoire qui se situe dans le sud des Pays-Bas, qu'on appelle le Zélande. Le Zélande. Là où il y a toutes les petites, la chaîne des îles qui s'étire vers le nord. Un lieu plat, un peu un plat pays en quelque sorte, un peu désert. En apparence. En apparence. Parce que moi qui l'ai beaucoup parcouru, une fois qu'on est à l'intérieur, on se rend compte que le moindre talus, le moindre buisson, le moindre petit fossé, en fait tout de suite ça devient une montagne, une colline, un relief. fleuve. Ouais. En fait, quand on se promène à pied avec les lumières, voilà, l'imagination travaille et c'est pas si plat. C'est peut-être un lieu qui se prête, comme pour son héros, à la marche et à une forme de méditation en fait. Complètement. Ouais. Oui, tout à fait. Parce que alors, le héros, Paul, par contre, lui, il court dans les polders aussi. Oui. Ou il se réfugie, je ne sais pas comment on peut dire. Est-ce que... Il se cherche, c'est aussi comme s'il prenait son élan pour aller retrouver son père qui se trouve de l'autre côté de la mer. Ouais, en Mais Angleterre. il s'arrête avant, il s'arrête sur la plage et là il s'effondre, électrisé. Ouais. Mais il finira par aller le rencontrer. Ou il viendra peut-être. Ou les deux. Ouais. Et ce lieu, c'est un lieu aussi, enfin je veux dire terrien, mais qui est proche finalement d'une mer qui peut revenir, ou en tout cas tout y va, elle n'est pas très loin, mais elle peut revenir, il peut par une vague, ou il peut y avoir un reflux. Mais en tout cas, c'est un lieu entre terre et mer, en quelque sorte un peu... Entre terre et mer, et à la fois les deux, parce que c'est une terre imbibée d'eau. Ouais. Voilà, c'est des terres gagnées sur la mer, Ouais. c'est le principe des polders. Et donc elle est chargée à la fois de cette humidité qui est déjà la mer, alors qu'on est encore sur terre, mais qui est aussi chargée de toute l'histoire du lieu, qui est une histoire qui date. Le mot polder, par exemple, c'est un mot qu'on trouve pour la première fois dans un écrit administratif à Middelbourg, datant de 1200 quelque chose. C'est la première fois qu'on voit ce mot apparaître. Et donc c'était intéressant pour moi d'utiliser ce mot de Middelbourg pour sa sonorité, Ouais. pour son emplacement, et aussi pour voilà, cette idée que ce terme de polder, qui est finalement le personnage aussi principal avec Paul de ce roman, de l'ancrer dans une trajectoire qui vient de très loin et qui est encore très présente dans l'esprit des gens. Prégnante. Très prégnante. Parce que c'est vrai que ce lieu, on reviendra au paysage, hein, puisque en quelque sorte, vous nous proposez un roman paysage, Oui. mais c'est un lieu habité quand même, Oui. une petite ville, on va dire, un lieu commun, un lieu restreint, peut-être pour ses habitants, une petite communauté, dans lequel un personnage, Paul, qu'on peut écrire P-A-U-L ou P-O-L, hein, on comprendra pourquoi en discutant, mais finalement a une ambition précoce de devenir écrivain, et donc quelque part il est un personnage qui intrigue son milieu, cette petite communauté, parce qu'il y est complètement inséré et il est complètement partie intégrante de cette communauté. Mais en même temps, il a cette ambition qui fait de lui une espèce d'on-dit un petit peu malgré lui, ou de personnage à part, en quelque sorte, qu'on respecte et à qui on donne des choses, presque de manière ineffable. On lui communique un petit peu des choses par plein de biais qui sont les biais naturels habituels, mais aussi on lui donne une certaine confiance, on lui accorde une certaine fraternité. Il peut se rapprocher des filles d'une manière fraternelle et pas que... C'est même les filles qui l'approchent plus. Ouais, parce qu'il est sympathique, enfin, on lui fait confiance un petit peu. Ouais, parce qu'il est inaccessible et donc attirant. Et les amis de sa sœur sont très proches de lui, elles sont admiratives, mais c'est aussi, vers la fin du livre, une rencontre qu'il va pouvoir faire avec une fille qui... Ils ne se connaissent pas, mais cette fille va être très très attirée par ce garçon, qui va représenter pour elle... oui, il est inaccessible, mais tous ces personnages sont un peu attirés par ça. Ouais.
Et ce garçon, je dirais que, enfin, je l'ai évoqué, mais il a une ambition, celle de devenir écrivain. Et il a la vocation en lui, et quelque part, il a déjà commencé son roman. Il a la folie de son âge. Hein, ouais. C'est vrai que ça paraît, pour son âge, 12-13 ans, ça paraît invraisemblable. Mais ça deviendra, et puis ça fera de lui quelqu'un. Puis ça existe. Enfin, moi, j'ai lu des livres de Jim Carroll qu'il a écrit à 13 ans, et il raconte son expérience de prostitution, de drogué à New York. Ça existe. Ouais. Et en tout cas, lui, ça lui fait donner des prénoms aux personnages réels. C'est-à-dire que sa maman peut s'appeler Super aussi. Sa sœur peut s'appeler Brigitte, alors que c'est pas son prénom, c'est son prénom de fiction. C'est ça. Et à un moment, les personnages réels vont abonder dans la découverte qu'on fait de Paul, mais les personnages de fiction aussi vont dire quelque chose de ce qui est en train de se passer dans ce lieu. Tout le monde vit en fait là, tout le monde, et tout ce qui ne vit pas a droit de parole. Et donc on va entendre. Quand vous dites ce que vous ne dites pas, on a eu une discussion tout à l'heure qui était intéressante, c'est que pour vous, il y a, j'aime bien ce terme parce que c'est un terme qu'on n'emploie pas souvent mais qui est très intéressant, c'est le terme d'animisme. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que la nature, les polders, les couleurs des polders, les humains, leurs couleurs aussi, parlent. Tout prend la parole à un moment ou à un autre. Alors, on a cette mauvaise habitude, je trouve, parce que parfois c'est un peu fallacieux, mais d'employer le terme de roman choral pour parler des romans polyphoniques, comme ça. Mais c'est un livre, en tout cas, oui, en quelque sorte animiste, polyphonique. Oui, je suis très attiré par les lieux et l'esprit des lieux. Je vais beaucoup au Pays Basque, je suis allé beaucoup en Bretagne, et les gens de là-bas vous en parleraient mieux que moi, mais l'esprit des sorcières, des esprits, les chamans, etc. sont vraiment des sujets dont on parle, et voilà, on ne plaisante pas avec ça. Et moi, je suis chargé de ces choses-là, et donc pour moi, ça a été très très naturel de faire parler tout le monde. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, vous nous faites participer comme lecteur à la forme du roman. C'est-à-dire que finalement, le roman, au fur et à mesure qu'on le lit, est en train de se faire aussi. Absolument. Oui, il y a une mise en abîme, mais elle s'est imposée. Je pense qu'elle correspond aussi au paysage dans lequel qu'on traverse et dans lequel on se situe. Parce qu'il peut paraître très plat, très horizontal, mais comme j'expliquais un peu tout à l'heure, il est aussi très vertical, parce que c'est aussi un terrain dans lequel on peut s'embourber, où justement, en dehors de on peut se tenir droit aussi, même si on peut essayer de se tenir droit, mais on peut aussi s'enfoncer et puis ne plus avoir assez de jambes pour pouvoir le quitter, puisque c'est aussi un des enjeux de ce roman, c'est est-ce qu'on doit quitter l'endroit où on est né? Est-ce que c'est nécessaire, vital ou pas? Est-ce que rester là où... Est-ce que quelqu'un nous a laissé dans l'endroit où on reste? Aussi. Cette question de devoir rester ou partir, c'est en ça que ça rejoint peut-être ma propre histoire. C'est-à-dire que là, la notion de l'exil, ou d'essayer de se transformer, de se construire en devant partir ailleurs, voir ce qui se passe, et éventuellement revenir ou pas, mais c'est primordial, et je pense que tout le monde devrait se la poser. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont amenés à devoir faire leurs études ailleurs. C'est même culturellement très présent dans les pays nordiques. Peut-être pas encore assez chez nous, mais c'est inenvisageable de démarrer sa vie d'adulte dans certains pays sans avoir été déjà voir un peu ce qui se passe ailleurs. Sans se poser la question d'où l'on vient. Pour rencontrer les autres et savoir, pour élargir les possibles, pour aussi s'élargir soi et pour pouvoir être quelqu'un de plus complet, ou en tout cas en capacité d'accueillir beaucoup plus de choses. Ouais. Alors, moi, il y a quelque chose qui me fascine dans cette construction, c'est que comme lecteur, on est pris dans un rythme où quelque part, on participe de l'inventivité de l'auteur ou de l'ingéniosité de l'auteur en quelque sorte, et puis on a l'impression de participer de la transe de l'auteur, d'un auteur un peu démurgereux, puisque souvent on dit démurge un peu par-dessus, mais là démurgereux qui dit tiens, je vais vous raconter une histoire, regardez, j'amène ça, regardez, je positionne ça ici, regardez, je vous parle de cette couleur, regardez là, et du coup on est dans un... Il y a deux mouvements dans ce livre. Il y a le mouvement du lecteur qui va vers vous dans la construction de ce que vous faites, et puis vous qui avez l'air de vous amuser, enfin d'être dans un moment de plénitude en quelque sorte
à peut-être faire remonter votre expérience de l'écriture pleine et des outils que vous avez en votre possession pour faire avancer l'histoire. Oui, c'est une notion de partage qui rejoint cette notion de communauté où on est obligé d'être solidaires les uns des autres. Et c'est à ma manière aussi une manière d'être solidaire avec le lecteur et d'avoir comme ça la possibilité de lui faire des petits clins d'œil. Et donc oui, c'est lui donner des clés en même temps que raconter quelque chose. Et est-ce que c'est une manière aussi de dire au lecteur attention comment tu regardes les choses? Oui, mais ça c'est parce que j'ai été photographe avant. D'accord, ouais. Et j'ai toujours aimé chercher une manière de montrer ce que tout le monde voit tout le temps, et de le montrer autrement. Ouais. Et ça a été vraiment dans ma photographie extrêmement très présent. Et dans l'écriture, ça n'a pas changé. Pour moi, j'ai juste changé de médium, mais je fais toujours le même avec la même attention. Et j'aime bien essayer de retourner les choses. Oui, on regarde la même chose de moi, mais vous êtes sûr d'avoir bien regardé? Ou si vous faisiez juste un petit pas de côté, vous ne le voyez pas un peu autrement? Ou si vous attendiez que la lumière change, vous ne le voyez pas un peu autrement? Voilà. Et donc, il y a un jeu permanent de lumière peut-être, ou d'ombre qui peut amener à découvrir plus ou moins une face un peu cachée ou plus ouverte de chaque personnage. Oui, l'un va pas sans l'autre, effectivement. Ouais. Mais après, moi ce que j'aime bien, c'est que je disais tout à l'heure, quasiment tous les personnages ont 2 prénoms. Et c'est vrai que au départ, dans la situation qui est celle de Middelbourg, voilà, on est dans un lieu finalement où les vies sont un peu limitées, un peu restreintes, et du coup on pourrait avoir un regard finalement sur chacun. Chacun essaye de mener sa vie à Middelbourg en quelque sorte, enfin, dans des limites qui sont quand même assez limitées. Enfin, je fais une espèce de... Mais du coup, je sais pas, dire la mère s'appelle Super dans son nom de fiction, c'est peut-être partager quelque chose qui est difficile à décrire chez une mère, c'est-à-dire une forme de bonté et un charme qui fait peut-être sa beauté aussi. Enfin, je sais pas comment... Ça me plaît beaucoup ce que vous dites, oui. Les personnages féminins sont très importants pour moi dans ce roman. Ouais. Ils peuvent paraître secondaires dans un premier temps, mais finalement ils sont peut-être les figures qui portent le plus la vie. Ouais. Les garçons qui se trouvent, les garçons ou les hommes qui se trouvent là. Ils sont un peu prisonniers d'eux-mêmes, les hommes. Du coup, de leur passé, d'eux-mêmes, de leurs fantasmes. Et finalement, les filles et les femmes qui sont là, je les trouve toutes belles, même si moi-même, j'aime tous les personnages qui sont là. Et je crois que même eux, entre eux, ils s'aiment aussi. Je pense que c'est ce qui se dégage. Même moi, après, à la relecture, c'est ce que j'ai vu et c'est ce qui m'a plu. Et c'est ce qui m'a donné la proximité. Oui, ça m'a donné la conviction que là, ça pouvait rester comme ça, que j'avais atteint mon but, en fait. C'est un livre simple, en fait, finalement. C'est un livre sur l'amour, aussi, tout simplement. Qui peut être un peu illustré par cette petite couleur rose qui vient à gauche, à droite, comme ça, comme des petits points dans cette étendue de verre. Et c'est ce lieu un peu mouvant, quoi, en quelque sorte. Moi, je me souviens de ce passage de l'embarcadère où justement ça bouge un peu, il y a un léger glissement. Il y a un transbordeur, effectivement. Oui. Ouais, il y a est-ce que vous avez cité un petit peu quelques auteurs tout à l'heure dans une discussion. Est-ce que on a parlé de la photo, on a parlé peut-être de peindre un paysage, de déplacer une image, enfin tout ça. Est-ce que ce livre aussi, dans cette terre un petit peu particulière, je sais pas, est-ce que tous ces gens sont un peu les canaux, comme vous l'avez évoqué bien avant cette discussion? Est-ce que c'est un petit peu un théâtre en quelque sorte dans lequel on fait se mouvoir un peu tout un... Oui, on peut le voir comme ça, effectivement. Ouais. Mais où on ne va pas cacher l'idée, enfin on va voir le décor aussi, on va voir la machinerie qui... Oui, c'est vrai. On peut dire comme ça, effectivement. Donc vous avez parlé de peinture, vous avez parlé de photographie, vous pourrez aussi parler de cinéma. Moi j'étais très marqué par les films de Tarkovsky et donc je les porte beaucoup en moi. Et donc ce regard très pointu sur l'eau, les reflets, les silences des personnages, la force du silence, la force des enfants comme dans Roublev, avec justement ce jeune artiste, si vous vous souvenez, qui fabrique une cloche. Voilà, il y a beaucoup de similitudes et même après coup j'ai été revoir les films pour voir dans quelle mesure j'avais pas été un peu influencé.
Ouais. Et en littérature, si je devais faire le pendant, j'ai été marqué aussi par plusieurs romans, mais si je dois en citer qu'un, c'est Agatha Christophe avec son Grand Calife. D'accord. Voilà, donc ce regard de l'enfant, de l'enfant, mais qui rejoint l'adulte, qui parfois même celui qui est maître et qui va apprendre à l'adulte quelque chose, c'est quelque chose que je porte en moi. Okay. Et qu'on doit retrouver certainement là. J'adore qu'on cite ce roman parce que je trouve que c'est un roman tellement intrigant quand on le lit la première fois. J'ai cherché une forme d'étrangeté, ouais. mais qui n'est pas dérangeante, qui exclut pas, une étrangeté dans laquelle on entre volontiers et on se laisse. Ouais, parce que dans le roman d'Agatha Christophe, on est quand même beaucoup plus enfermé en quelque sorte. Il y a le contexte de la guerre, d'une très grande pauvreté, même si ici il y a une forme de, voilà, c'est une vie ordinaire, défavorisée si on veut, c'est pas forcément. On est tenu quand même par un lieu social. Un peu, voilà. Donc chez Agatha Christophe, on est vraiment dans une forme de misère. Mais aussi, vous avez évoqué un autre auteur tout à l'heure, parce que je parlais un petit peu comme ça de cette vitalité qu'il y a dans le texte, oui. Ce moment un petit peu pour vous, allez, j'écris, le lecteur participe presque à ce moment d'écriture. Parce que vous êtes bibliothécaire à côté, je ne l'ai pas dit dès le départ, et vous avez reçu un certain nombre d'auteurs, et un auteur que vous avez reçu, enfin moi je ne connaissais pas, et je trouve que c'est toujours intéressant de parler d'un auteur, et cet auteur vous avez dit, mais en quelque sorte, vas-y, sois toi-même. C'est ça. C'est pour moi un très très grand auteur, c'est Raymond Federman, qui n'est pas assez vu en France, qui d'ailleurs a été découvert en France très tardivement, et presque par accident, parce que les Allemands avaient fait une traduction, et qu'un éditeur français un peu curieux avait lu ce livre en allemand et a décidé de publier son œuvre après, donc on trouve tout chez Aldante. Ouais. Et c'est quelqu'un que j'ai reçu à deux reprises, qui vivait à San Diego et qui enseignait là-bas dans une grande université à San Diego. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai pu converser un peu, et le peu qu'il m'a dit m'a vraiment pas mal influencé. Il y a eu deux auteurs comme ça, il y a eu aussi Eugène Salitskaya qui vit en Belgique, qui publie chez Limi, et qui est quelqu'un aussi que je fréquente et que j'écoute. Et ce sont des gens qui ont totale liberté dans leur approche. Ils font fi de tout ce qui peut nuire à leur liberté d'écriture, et donc ils n'appartiennent pas à des écoles, ils ne sont pas dogmatiques, ils ne fréquentent même pas forcément le milieu. En tout cas, ça garantit une forme de liberté et d'originalité dans laquelle je me retrouve et que j'écoute vraiment volontiers. Quand je me perds parfois, je retourne les voir. Parce que Mario Alonso, c'est vrai que je vous ai présenté comme primo-romancier, mais en fait vous écrivez depuis un moment. Oui. Et vous avez écrit aussi de la poésie. Oui. Est-ce que la poésie dans l'écriture d'un roman joue un rôle, ou est-ce qu'elle a une importance dans ce qui vous fait avant de vous lancer dans l'expérience de roman? D'ailleurs, pourquoi quand on écrit de la poésie pendant 20 ans, à un moment on se dit tiens, j'écris un roman? Alors après, qu'est-ce qu'un roman Pour moi, c'est un livre de poésie. D'accord. Très clairement. Déguisé en roman pour que les gens lisent de la poésie. Oui, voilà, vous avez tout compris. Parce qu'on n'en lit pas assez, parce qu'on ne publie pas assez, parce que quand on est primo, il faut déjà avoir publié des romans pour pouvoir après imposer sa poésie. Sauf au Québec où on publie de la poésie et du roman. Oui, c'est très très rare. Puis là, j'avais besoin de longueur. Ouais. À un moment donné, j'avais besoin de pouvoir explorer plus. Et donc, il faut se lancer. Et je suis quelqu'un de très fragmenté personnellement. Donc, cette forme me convient bien. Et d'ailleurs, tout ce que je peux écrire est marqué. J'écris des aphorismes aussi, je précise. D'accord. Et donc, j'ai publié un premier texte, un premier recueil qui est publié en Belgique au Cactus Inébranlable, qui est situé près de Tournai. Ouais. Et le titre, c'est Ligne de flottaison, et il y en a un deuxième à paraître, qui s'appellera Bande réfléchissante. Voilà. D'accord. Et c'est dans la tradition des aphorismes belges et de toute la culture surréaliste belge. Ouais. J'ai envie de prendre la métaphore dans le sens le plus basique qu'est là, l'élasticité, parce que
C'est vrai que moi je sens dans ce roman beaucoup d'aller-retour en fait, d'un personnage à l'autre ou d'une échappée à un retour en fait en quelque sorte, puisque ce Paul, moi ce qui m'a séduit dans la forme, c'est que finalement il nous échappe mais tout le monde le rattrape et en même temps petit à petit on découvre là où il va se perdre et peut-être ce qui le perd dans ce... Enfin, ce qui le lance dans ce paysage. À mes yeux, il n'y a qu'une personne qui le rattrape, c'est cette fille à la fin. Ouais. Il n'y a qu'elle. C'est difficile à expliquer pourquoi, mais je pense que c'est simplement l'amour qu'il n'avait pas eu jusque-là. Ouais. Et pas que l'amour, le sexe, je crois aussi, ouais. Très présent. Mais les autres, non. Et je pense qu'il ne se perd pas. Je pense qu'il veut s'étourdir, mais il ne veut pas se perdre et il ne se perd pas. Je pense qu'il sait très bien où il est, ce qu'il veut. En tout cas, il essaie de s'en convaincre. Moi-même, je le vois comme quelqu'un de fort, ouais. Parce que en attente de son heure. Et ça rend les gens forts, en fait. Quelqu'un qui s'arrête au coin d'une rue et qui attend, je trouve que c'est quelqu'un de plus fort que quelqu'un qui s'agite et qui court ou tout le temps, même si mon personnage court, c'est une des contradictions, mais il court, mais il est en attente. Il court, mais il ne peut pas aller plus loin que le bord de l'eau où il se trouve, ouais. Et il sait qu'un jour il va pouvoir dépasser ça, cette barrière naturelle. Paul, je pense que c'est ce qu'on a tous en nous, en fait. Paul, c'est un esprit, c'est l'image de ce qu'on veut, c'est l'image de l'enfant et des rêves de l'enfant que l'on a tous en nous et qu'on porte jusqu'à la fin et qu'on essaie tout le temps de retrouver. C'est-à-dire une forme d'innocence, une pureté, une vérité, un regard inébranlable. Il y a un abandon aussi. Enfin, celui auquel il ressemblait presque le plus, sans le savoir, son père qui lui-même, je veux dire, a erré dans les polders, lui-même finalement était un mystère pour les autres. Parce et là où il est, j'en encore aller plus loin. Oui, bien sûr. Mais c'est dans l'ordre des choses et ce qu'on vit tous finalement. On essaie de s'éloigner de nos parents, mais finalement on le ressent beaucoup. On a besoin de couper et puis de leur tourner le dos, mais finalement on portera toujours ce qu'ils nous ont donné, même si c'est très peu. Mais il n'y a pas de désamour dans cette famille. Ils se sont séparés parce que voilà, la vie a été comme ça, et puis chacun a essayé de faire avec ce qu'il a. Chacun essaie de survivre avec ses démons, mais il n'y a pas de désamour, il n'y a pas de violence. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'action, parce que je lui consacre un chapitre. Il y a un chapitre où l'action parle. Et qui gêne un petit peu, parce qu'on n'est pas le premier à dire que justement, c'est un peu curieux comme approche. Mais il faut bien se mettre à la place de Paul. L'action, c'est se mettre en chemin, et c'est donc prendre des décisions, et choisir, c'est renoncer, c'est forcément quitter des choses, des gens. Donc, choisir, partir, c'est-à-dire se mettre en action, même devenir écrivain, c'est ne plus être un enfant. Passer de l'autre côté de la mer, c'est quitter le bourg et les siens, devenir écrivain, etc. Donc, en fait, l'action, c'est ce qui peut amener la perte, c'est ce qui peut amener aussi les mauvais gestes, il y a une petite allusion faite au mauvais roman, pour qu'il puisse se passer quelque chose, un rebondissement, un peu de relief dans l'histoire. On va facilement créer un accident, un meurtre, un moment violent, on voit ça aussi dans les films. Paul, il n'a pas ça en lui. Paul, c'est quelqu'un de bon. Et donc, il sait que le relief, on ne l'acquiert pas comme ça. C'est pas en créant, c'est pas en tuant, c'est pas en criant. D'ailleurs, sa mère ne crie pas, elle le dit. Quelqu'un qui ne crie jamais une quand elle est en colère. Il n'y a pas de violence dans ce livre. Et c'est ce qui participe de cette douceur peut-être qui traverse tout le livre. On sent quand même qu'il y a de l'émotion, on sent qu'il peut y avoir de la contrariété, mais tout ça n'est pas exprimé, ça ne sert à rien en fait. Ça ne fait pas avancer les choses et puis ça ne règle pas les problèmes. Ça ne fait que se retourner contre soi et on se détruit avec ça. Donc le fait que Paul ait ce regard particulier sur l'action, qu'il ne veuille pas l'introduire plus que ça dans son livre, moi je trouve qu'idéologiquement c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit,
C'est une idée politique en fait. Vous êtes en train de... C'est anticapitaliste d'avoir cette idée-là. Pour conclure, vous êtes en train de... Parce que le temps passe et je suis désolé, mais c'est très intéressant parce qu'on pourrait parler de plein de choses parce que vous avez eu d'autres vies avant et d'autres expériences d'écriture. Mais du coup, vous êtes en train de me dire, ou de nous dire, que votre personnage vous a amené à réfléchir avec le... Enfin, on a été tous amenés à vivre des confinements. Ouais. On a tous eu l'occasion de réfléchir à ce que c'était que de devoir rester à rien faire ou de ce que c'était que de passer la porte pour aller faire quelque chose. Ce livre a été écrit pendant le... Il a été fini à ce moment-là. Fini à ce moment-là. Non, j'ai commencé à l'écrire il y a plusieurs années et je l'ai fini là, de corriger, et je l'ai envoyé à ce moment-là. Mais on a tous aussi traversé des moments de dépression, plus ou moins. On a tous eu à prendre des cachets, ou aller voir un psy. On a tous eu à vivre des moments plus ou moins longs où on est à la croisée des chemins, où on doit s'arrêter. Et tous ces moments-là, il faut savoir les goûter. Il faut savoir ne pas passer trop vite dessus et ne pas prendre les leçons, tirer les leçons et pas aller trop vite à trouver tout de suite une manière d'échapper à ça et de se remettre tout de suite en route. Je trouve que dans notre époque aujourd'hui, on va trop vite et qu'on ne prend pas la mesure des temps qui nous sont donnés pour s'arrêter. Donc Watergang, presque un carnet de bord sur un terrain nouveau, en quelque sorte. Ben oui, c'est tout le défi. Sur ce terrain-là, qui est ni terre ni mer, où on a du mal à tenir debout, comment on fait pour regarder ce qui est beau. Et c'est un livre sur la beauté pour moi et la quête de la beauté. Un roman paysage. Mario Alonso, Watergang au tripode, qui fait une rentrée absolument magnifique dans cette rentrée d'hiver. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.